Avec 23 000 exploitations, l'économie régionale représente environ 6% de la richesse des Hauts-de-France pour un peu plus de 41 000 actifs. Mais sachez quand même qu'il faut mettre en perspective ces chiffres, parce que le nombre d'exploitations agricoles a diminué de moins 35% en 20 ans. Et ce nombre a été divisé par 3 sur les 50 dernières années. On va traiter de ce thème aujourd'hui, de l'installation des agriculteurs et des jeunes agriculteurs et agricultrices, ici, en direct du stand de notre région, au sein du Salon de l'Agriculture. Salut les Hauts-de-France. Et oui, cette économie agricole pèse dans notre région. Je vous en ai donné le chiffre. C'est une filière très importante avec un amont, un aval, la transformation des produits agricoles. Mais il faut des agricultrices et des agriculteurs pour faire tourner cette activité. On va voir ce qui se passe. Et on va voir comment garder cette présence importante de l'agriculture dans les Hauts-de-France. On va en parler avec Marie-Sophie Laine. Vous êtes vice-présidente de notre région en charge de l'agriculture. À vos côtés, bienvenue à Laurent Paillat. Vous êtes secrétaire général de l'Agence nationale pour la formation et l'emploi agricole. On va parler de ces filières de formation. Bienvenue également à Laurent Degène, qui est le président de notre chambre régionale d'agriculture. Nous avons aussi autour de la table Philippe Choquet, qui est le patron d'Unilassal à Beauvais, un grand établissement où l'on forme à ces différents métiers. Vous verrez qu'il y a 1001 métiers dans le domaine de l'agriculture. Et bienvenue à Marie Levasseur. Vous êtes étudiante ingénieure en agronomie à Unilassal. Alors vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, puisque vos parents sont agriculteurs. Exactement. Dans la région d'à côté, le Grand Est. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier ? Je pense que c'est quelque chose qui vient profondément en fait de. Je pense que la passion naît tout simplement en fait de ma famille, de mode de vie. Être agriculteur, c'est un peu plus que juste un métier. C'est aussi tout ce qui va être un mode de vie, tout ce qui va fonctionner autour. Et je pense que c'est ça qui m'a motivée au début. Et cette découverte du monde agricole, je sais que ça a été un moteur pour moi et que c'est pas toujours accessible à tout le monde, ceux qui ne viennent pas du monde agricole. Et donc c'est important de leur faire découvrir. Et ensuite, ce côté de travailler avec le vivant, de travailler avec quelque chose qui évolue et au fur et à mesure, en fait, de pouvoir contribuer à sa part dans la société parmi l'agriculture qui est à forts enjeux et aussi à fort futur. Est-ce que vous avez une vue des difficultés du métier? Vous avez vu la révolte agricole il y a quelques mois. C'est pas simple et vos parents doivent vous l'expliquer au quotidien. Comment vous voyez les choses pour l'avenir? Je vous pose une question difficile. Non mais c'est un peu gonflé d'y aller là, alors que le métier est compliqué quoi. Le métier est compliqué. Le métier est compliqué parce que l'agriculture est compliquée, parce que le monde agricole est très complexe. Il est soumis à de nombreuses... En fait, il n'y a pas deux exploitations qui vont être soumises à la même pression, aux mêmes enjeux. On a des grands cadres qui se développent, mais bon, c'est pas vous que je vais apprendre ça. Avec, on va avoir le prix des intrants qui fluctuent, les enjeux écologiques, avec les questions qui se posent de la durabilité de nos exploitations. On va avoir tous les problèmes, on a les problèmes le monde agricole est un monde fier, avec tous les problèmes. Enfin, moi, je connais des voisins qui ont eu des problèmes et je connais des voisins qui se sont suicidés. Enfin, c'est quelque chose qui est... Bien sûr, c'est une réalité aussi. Une réalité, une pression qu'on vit au quotidien. Alors, on va essayer de comprendre avec nos invités comment faire en sorte de tenir bon sur cette filière, d'amener des jeunes, de favoriser l'installation des jeunes. Et vous verrez que ça n'est pas simple. Et on va retrouver tout de suite Pierre-Jérôme Montenot qui est quelque part sur le salon auprès de Nicolas Béguin, qui est éleveur de moutons dans le Pas-de-Calais. Alors lui aussi, il est fils d'agriculteur dans le domaine de la grande culture, Pierre-Jérôme. Le salon de l'agriculture, c'est des bêtes et des belles bêtes. On est avec Nicolas Béguin. Vous êtes éleveur dans le Pas-de-Calais. Où exactement? À Ulu, entre Lens et la Bassée. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme type d'élevage? Alors, nous, on est en système élevage ovin. Alors ici, on est en sélection avec la race rouge de l'Ouest. C'est une race bouchère qui est au niveau sélection pour la boucherie et qu'on revend les jeunes pour les éleveurs.
Vous les engraissez un peu, vous les faites grandir, c'est ça? Voilà, on les fait grandir et cette race-là et cet élevage-là part pour augmenter les éleveurs au niveau effectif. Alors, vous vous êtes installé il y a quelques années. C'était compliqué de s'installer, on parle toujours, il faut du terrain, il faut des bâtiments, il faut des investissements. Vous, c'était une continuation? Oui, c'est tout à fait, c'était une exploitation familiale depuis 3 générations et j'ai repris derrière mon père, mais j'ai créé l'élevage ovin sur l'exploitation. Votre père, c'était des grandes cultures? Grandes cultures et céréalières. Et pourquoi vous vous êtes dit, moi je veux faire des bêtes? À l'époque, c'était la crise du porc. Je voulais avoir le contact avec la consommation, les consommateurs, et l'élevage ovin dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et il y avait un créneau? Un créneau à faire et une demande auprès des bouchers. Donc vous vous êtes dit, je vais faire ça. Tout à fait. Mais c'est très différent, c'est 2 mondes entre l'élevage et la grande culture. Comment est-ce que c'est passé en famille? Vraiment, tu veux faire ça ou... Mon père il aimait bien les bêtes. Moi aussi j'avais l'âme éleveur. Ouais. Et j'ai dit bon allez, pourquoi pas. Et aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui s'installent, puisque vous êtes parti de zéro? Tout à fait, on a commencé de 60 brebis la première année. Et là on va arriver avec une deuxième bergerie, on va arriver à 900 brebis. Ouais. Ah oui, c'est déjà très important. Et alors le conseil pour les jeunes? Si vous avez l'envie, allez-y. Ouais. C'est votre métier passion, c'est pour ça que vous êtes là? Tout à fait. Et vous avez une seule race de moutons? Vous avez plusieurs races? J'ai plusieurs races de moutons. J'ai l'atelier reproduction, la Rouge de l'Ouest, et l'atelier boucherie, l'Île-de-France, et croisée romane avec Rouge de l'Ouest. Ce que vous aimez aussi, eh bien, c'est le contact aussi bien avec vos bêtes qu'avec vos clients. Tout à fait. Ouais. Nous, avec le deuxième atelier en boucherie, on livre directement les boucheries du secteur et toutes les semaines, on a contact avec nos artisans bouchers. Votre fille, elle va reprendre? J'espère un de mes filles ou garçons. Que ça continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bon salon. Marie, comme Nicolas qu'on vient d'entendre, nous parle de passion, nous parle de la richesse de ce métier, mais pourtant les faits sont là et je voudrais vous poser la question à Marie-Sophie Laine et également à Laurent Degène. Les chiffres sont implacables, je les rappelle, je les ai donnés tout à l'heure, moins 35% d'installations en 20 ans, un nombre d'installations qui a été divisé par 3 sur les 50 dernières années. À quelles conditions pourrions-nous revenir à une installation pour un départ? On commence avec vous. Ça, c'est une vaste question quand même. C'est une vaste question. En tout cas, la loi d'orientation agricole qui a été adoptée la semaine dernière fixe un objectif ambitieux de 400 000 exploitations d'ici 2035, ce qui serait effectivement de nature à combler le déficit laissé par les départs en retraite et non comblé par les installations. Moi, je pense que de toute façon, ça sera quand même... C'est un peu illusoire de penser qu'on aura une installation pour un départ. Mais on n'est pas non plus à des chiffres catastrophiques. Et il faut battre en brèche l'idée selon laquelle c'est vraiment compliqué, il n'y a plus d'installation. Moi j'ai les chiffres, depuis en 10 ans, il y a quand même, il y a en moyenne 250 installations par an dans les Hauts-de-France. Oui. C'est pas négatif quand même. On remplace environ 2 agriculteurs sur combien on dit 4 ? Vous confirmez, Laurent Degène ? Oui. Oui. C'est ça. Mais par contre, il faut absolument qu'on travaille sur la pénibilité, la lourdeur du métier, la visibilité, la rémunération, en gros. Et c'est vrai qu'on ressent très fortement que les agriculteurs n'ont plus envie d'endosser un métier qui était celui de leurs parents, leurs grands-parents, où il faut passer 7 jours sur 7, où on ne peut pas prendre de vacances. Ils ont envie d'une vie sociale. Les femmes d'agriculteurs ont aussi envie d'avoir un accompagnement social. Voilà. Et il faut qu'on travaille à ça. Et on le fait en fait. Quand on aide à l'investissement, par exemple, de robots de traite dans les exploitations laitières, on sait qu'on agit très directement
sur la pénibilité du métier, on allège la tâche de l'agriculteur. D'accord. Et moi, je vois des agriculteurs, quand ils investissent dans des ateliers d'élevage modernes, où les vaches sont suivies par des outils, des capteurs numériques, où elles sont à la traite automatique, ils disent mais on ne fait plus le même métier. Avant, on y passait 10 heures par jour à la traite, maintenant c'est la moitié et on surveille. Autrement dit, la technologie, les outils numériques c'est invité dans le métier, bien vraiment, évidemment. je pense, une réponse essentielle. Une des réponses. Et il faut l'activer, cette réponse. Mais il y en a d'autres, bien évidemment, qu'on abordera. Celui des financements. Le foncier était abordé dans le duplex qu'on a entendu tout à l'heure. Celui de la formation. Pardon. Alors, sur ce sujet, vous, votre point de vue? D'abord, tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'il faut aller à un agriculteur pour un remplacement pour un agriculteur installé? Je ne suis pas sûr que ça soit forcément louable, puisqu'on a une productivité, en tous les cas, une compétitivité, une restructuration agricole qui se fait. Ce qu'il faut, c'est accompagner par rapport aux technologies et aujourd'hui aux attentes que la société demande de son agriculture. On est là au service. Ce qui est important de constater, c'est que on voit dans le témoignage de Marie, ou bien le témoignage de Nicolas, la passion, c'est chevillé au corps. C'est pas on fait pas ça parce qu'on ne sait pas quoi faire, on va faire. Non, ceux qui ont décidé d'être agriculteurs, ils en ont une réelle ambition, une réelle motivation et après ils créent leur projet. Oui. Et c'est aux jeunes d'avoir son projet. Et aujourd'hui, par la formation bien sûr, mais et par l'encadrement qu'on a avec le conseil régional et les chambres d'agriculture sont là pour au sein du PAIT pour accompagner le jeune dans ce qu'il a envie de faire. Mais c'est vraiment le chef d'entreprise et l'installation qui fait parce que ça a toujours été difficile de s'installer en agriculture. Moi, quand j'étais petit, on disait il ne faut pas faire ce métier-là, c'est le dernier des métiers. Je ne pouvais pas m'installer agriculteur malgré tout, et je vois tous mes copains, ils se sont installés et ils en sont. Vous l'avez écrit votre projet, vous? Pardon? Votre projet, il est écrit, il est imaginé? Votre trajectoire? J'ai un rêve, un rêve d'installation. Un rêve de diversification, un rêve de quelque chose de durable, mais rien n'est écrit parce que ça va dépendre des rencontres, des opportunités qui vont pouvoir se faire, et parce que je sais que ça sert à rien de construire maintenant toutes les lignes d'un projet qui va se construire au fur et à mesure. Et les techs qui arrivent dans ce métier, les technologies vont forcément révolutionner ce rêve. Ouais. Forcément. L'agriculture, comme on l'aperçoit aujourd'hui, n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Donc qu'est-ce qu'elle sera dans 10 ans quand moi je m'installerai? Elle a un rêve. Non, mais c'est chouette. C'est chouette d'avoir un rêve. Elle a un rêve et puis c'est un métier qui a du sens. Bien sûr. On voit dans d'autres professions, les gens disent je fais ce boulot-là, je gagne de l'argent, mais j'ai plus de sens. Là, alors bien sûr, il faut gagner de l'argent, il faut que le modèle économique. Et là, je pense que tout le monde, on est là pour que le modèle économique tienne la route. Mais avant toute chose, c'est la passion. Et tant mieux qu'on ait des rêves quand on a 20 ans. Alors sachez, Marie, et vous qui nous écoutez, que 60% des élèves et étudiants qui sont dans l'enseignement agricole ne viennent pas de familles d'agriculteurs. Ça aussi, c'est peut-être une bonne nouvelle. Comme par exemple Maëlys Brasier. On va la retrouver aux côtés de Jérôme Houbron. On vous parle des jeunes qui souhaitent s'installer, qui veulent poursuivre dans le monde agricole. Maëlys, qui était avec moi, tu as 20 ans, tu es basé dans l'Oise, tu accompagnes là aujourd'hui un patron justement avec ses bêtes. Alors déjà, premier salon de l'agriculture ou pas? Ouais, le premier. Alors, ça fait quoi? C'est très émouvant tout ça, ouais. Ça... Alors toi, tu fais partie de ceux qui veulent s'installer. Alors comment l'idée t'est venue déjà? Déjà, j'aimais aller dehors, tout ça, les bêtes, les animaux, ouais, ça m'est venu comme ça d'un coup. Alors, surtout que si j'ai bien compris, tes parents sont pas agriculteurs à la base. Ouais, ils travaillent dans des usines, alors ça m'est venu comme ça. Les parents. Donc là aujourd'hui, tu travailles pour un esseur-engraisseur, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais? On nourrit les bêtes, tout ça, on fait un peu de tout, le fumier, différentes choses. On les entraîne aussi pour le salon de l'agriculture, donc tout ce qui est dressage, tout ça. Il y a les naissances, ça dépend, des césariennes aussi, spécialement pour les blancs-bleus. Mais sinon, on fait de tout dans les champs, tout ça, il y a un peu de tout. Tu te vois poursuivre, toi, cette route-là et t'installer plus tard dans l'Oise, peut-être? Ah oui, franchement, ouais, c'est une passion, ça restera une passion. J'ai des étoiles dans les yeux quand j'en parle, ça m'émue, quoi. Ouais. Alors
Là, justement, tu es en cours d'études, justement. C'est quoi ton parcours pour arriver jusqu'ici? J'ai été à la MFR de Villers-Bocage pour faire un bac pro CGEA. Et ensuite, là, actuellement, j'ai fait 1 an de CS Baume à Viande à la MFR de Rolandcourt. Donc, c'est spécialement spécialisé dans la viande, donc tout ce qui est transformation, ça apporte tout ce qui est autour de la viande. Donc, on parle que de la viande et pas de lait. Il y a tout. On parle de toutes races différentes. Vu que tu n'es pas finalement du monde agricole, est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression à se dire je vais m'installer, comment je vais être accompagné, comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux qui te font un petit peu peur finalement? C'est pas un peu stressant? Si, un peu, parce que je me dis je pars de rien, va falloir que je commence à chercher des fermes qui cherchent peut-être des jeunes qui veulent reprendre tout ça, parce que leur famille, il y a des fois leurs enfants ils veulent pas le reprendre, donc du coup voilà. Donc forcément, oui, il y a une peur comme quoi, comment je vais faire pour gérer tout ce qui est finance, acheter les tracteurs, tout ça, pour pouvoir nourrir les bêtes. Donc ouais, il y a quand même un peu de peur. Toi, tu te vois éleveuse à la tête d'un cheptel de combien de têtes par exemple? Pour un bon début, une trentaine quand même, pour commencer, ouais. Pour un début? Ouais, pour un début, après on augmentera au fur et à mesure. Merci beaucoup, bon courage à toi, et puis bon salon de l'agriculture. Merci. Merci beaucoup Jérôme. Alors, dans quelques minutes, on va être très concret pour vous présenter les dispositifs que déploie la région. Vous nous en parlerez, Marie-Sophie Laine, pour accompagner l'installation. Mais restons sur la formation. Laurent Payat, il y a 1001 métiers possibles et 1001 formations possibles. C'est quoi le spectre à disposition des jeunes qui ont envie d'entrer dans ce métier et de s'installer? Très compliqué comme question quand même, mais je voulais dire que je suis honoré d'être à cette table Grand Est. Nous aussi. Je suis entre deux personnes qui sont très engagées dans l'accompagnement de l'agriculture. Je connais le travail qui est fait par le Conseil régional, qui est énorme, entre autres à travers l'ANEFA. Et puis à la Chambre d'agriculture, il y a des retours. Donc merci. La formation et tout le spectre est énorme, puisque aujourd'hui nous avons voulu tous ensemble au ministère de l'Agriculture faire en sorte qu'on puisse être dans l'éducation nationale, dans l'enseignement agricole, faire des ponts, partir vers même la médecine, revenir dans l'agriculture, partir de l'agriculture, aller voir ailleurs. Tout est fait pour que le jeune puisse s'épanouir dans son projet et avoir le libre choix de son orientation. Ça, c'est un point important. Derrière, nous venons de mettre en place, ça vient de paraître, le bachelor. Donc on va aller vers un BTS avec une année de plus pour être un peu en similitude avec l'Europe, ce qui n'est pas rien puisqu'on avait un grand décalage en France, on n'avait pas forcément de licence de la production. Ça y est, on vient de le mettre en place. Et puis il y a cette jeunesse qui arrive et qui nous bouscule. Moi je me suis installé hors cadre familial, il a fallu tout créer, il n'y avait aucune structure, j'ai pris les terres nues. Et je me rappelle de ce questionnement de comment j'y vais, quelles sont les étapes. Et puis doucement, mes pères m'ont accompagné et m'ont dit Laurent, première étape, fais ton projet, essaye d'imaginer ton demain. Puis les terres, comment tu vas les acquérir, puis les serres, et aujourd'hui j'ai une équipe de 7 salariés à temps plein avec 4 hectares 5 couverts et les premières fraises vont arriver la semaine prochaine. Déjà? Et oui, je suis à Nîmes, je suis un peu plus bas que le Grand Est. Ah. Oui, mais nous c'est les Hauts-de-France, c'est pas le Grand Est. Oui, pardon. Ouais. Autant pour moi. On aime bien le Grand Est aussi. Moi, si j'ai bien. Alors, elle vient du Grand Est. Alors, on a un écosystème de formation bien développé dans notre région, tant au niveau du secondaire que l'enseignement supérieur. Un des fleurons, c'est Unilassal à Beauvais. C'est quoi le profil de ces jeunes qui frappent à votre porte pour aller dans ces métiers? Alors c'est vrai qu'à Unilassal, on a différentes formations. Il y a celle qui est ingénieur agro, on a ingénieur en alimentation et santé, voilà, et une offre également sur tout ce qui est nouvelles technologies. Donc on a un panel de formations, mais qui se nourrissent les unes avec les autres. Si je prends la formation ingénieur agro ou alimentation et santé, qui alimente plutôt la filière agricole agroalimentaire, on a, dans la filière agro, un tiers, entre 25 et 33% de jeunes issus du monde agricole, oui, et 2 tiers non issus du monde agricole. Ce qu'on constate au cours des dernières années, c'est ce qui rend optimiste, c'est qu'on a plutôt une tendance à l'augmentation du nombre de fils d'agriculteurs à Unilassal. Et on constate de la même manière une augmentation... Donc pour des reprises pour les reprises, donc effectivement, donc de jeunes qui ont le projet de reprendre une exploitation,
de s'installer. Alors, pas tout de suite, parce que souvent le papa est encore en activité, mais au bout de quelques années, c'est net. On peut atteindre des taux de 20-25% de jeunes, de nos étudiants qui s'installent. Et ça, c'est encourageant. C'est quoi les mots-clés pour convaincre un jeune qui se cherche? Il y en a plein là sur ce salon qui regardent ce qui se passe, les métiers, l'organisation. Les mots-clés pour leur dire « t'as un truc à jouer ». C'est un rêve. Et nous, qui sommes plus anciens, on va t'aider à le réaliser. C'est vraiment des mots-clés. Le parrainage est important. Oui, tout à fait, parce qu'on va rentrer dans les problèmes de foncier, mais j'aime pas parler des problèmes. C'est un sujet qu'on va aborder quand même dans quelques instants. Je préfère parler des solutions. Et les solutions, on va les trouver, les co-construire par une organisation différente. Aujourd'hui, on a des formes sociétaires, on a des formes d'organisation. Et il faut savoir que l'enseignement agricole, c'est plus 3% d'apprenants cette année, contrairement, malgré la pyramide des âges qui, elle, a moins d'apprenants. Alors, on va en venir maintenant aux conseils à vous donner pour bien comprendre les bonnes voies à emprunter. Juste avant, j'aborde avec vous deux le sujet du foncier. Nous sommes la deuxième région de France après la région PACA, la plus chère à l'hectare. Et ça facilite pas les choses. Alors comment on s'en sort, comment on aide? Qui commence? Sur le foncier. Vas-y, Laurent. Forcément, dans le projet du jeune, il a un rêve. Après, il y a la réalité. Et donc nous, on essaye de transformer tous les points de réalité. Donc si, par exemple, le jeune dit « je veux partir en élevage », mais je veux faire un temps de travail très structuré, bon, c'est peut-être pas... Voilà. C'est la cohérence avec son choix de vie. Parce que tout à l'heure, c'est pareil, quand j'ai entendu les témoignages des deux témoignages, chacun on dit, nous, on a fait... C'est un modèle de vie que j'épouse en même temps que cette passion, que cette profession. Donc il faut que le modèle de vie soit en cohérence avec le projet que le jeune a envie de mener. Ça, c'est à nous de mettre un peu les garde-fous. Et le porte-monnaie. Après, le porte-monnaie, donc on a tout un parcours. Il y a un parcours d'aide, installation, mais je laisserai Marie-Sophie en parler. Et après, il y a le parcours national qui amène aussi le DGA, PGA. D'accord. Et donc le concours avec les banques. Mais en dehors de l'aspect financier, qui est avec des taux d'adaptation, il y a aussi tout l'accompagnement et tout l'encadrement. Et une fois que le banquier, le centre de gestion, la chambre d'agriculture, que tout le monde y croit et que le projet est construit, ça met quand même des balisages auprès du jeune pour arriver à le faire. Après, la restructuration auquel on en est, bon, je veux dire, elle n'est pas nouvelle. Depuis Balzac, le monde agricole se restructure. Maintenant, l'aspect du foncier... Oui, on est une région qui est, nous, les Hauts-de-France, au bord de la Belgique. Le foncier est très peuplé. Le foncier est encore plus cher là-bas. Le projet du jeune, tout à l'heure, je parlais ce matin de valeur ajoutée et de modèle économique. C'est par la valeur ajoutée que le jeune et son ingénierie qui l'amènera sur l'exploitation, qui pourra absorber le foncier. D'accord. Marie-Sophie Laine, sur les aides à l'installation, il y a un dispositif intéressant porté par la région, l'État, des fonds européens également, qui accompagnent les agriculteurs. Le chiffre moyen des montants d'aide, il va s'afficher, il est de 25 813 €. Alors c'est quoi ce dispositif? Alors en fait, c'est l'allocation jeune agriculteur, ex-DJA, qui est effectivement issue de fonds européens, mais aussi alimentée par des fonds nationaux que la région distribue et dont elle élabore les modalités avec les jeunes agriculteurs pour que ça corresponde à leur réalité. Il y a une dotation de base forfaitaire qui est de l'ordre de 8 000 € et des modulations qui viennent s'ajouter, ce qui fait qu'en moyenne, on est à un peu plus de 25 000 € de dotation par jeune agriculteur. De mon point de vue, ce sont des montants qui sont insuffisants. Parce que 25 000 € aujourd'hui, quand on s'installe et qu'on a un projet d'investissement, c'est pas énorme. Après, il faut tenir compte du fait que les jeunes agriculteurs sont privilégiés dans les programmes d'aide à l'investissement, qui sont aussi issus des fonds européens et souvent abondés par des fonds régionaux, et on leur met des points en plus. C'est-à-dire que quand le dossier est porté par un jeune agriculteur, il est tout en haut de la pile et il a toutes les chances d'être retenu, ce qui fait quand même, et il est bonifié, en général de 10%. Donc le taux d'aide passe de 40 à 50%, on fait quand même le maximum.
pour qu'ils soient aidés dans leurs investissements. On fait aussi le maximum, puisqu'on finance à peu près à hauteur de 400 000 € par an, le point accueil, info, installation, transmission, qui est basé dans la Chambre d'agriculture, pour que le parcours soit jalonné du début à la fin et accompagné par des conseillers qui structurent le projet du jeune pour qu'il ne parte pas à l'aventure, mais qu'en fonction de sa taille d'exploitation, de la nature de l'exploitation qu'il reprend, eh bien, on puisse l'orienter d'emblée vers les bonnes productions ou la bonne diversification, qu'on calcule son revenu prévisionnel. Ouais, donc un accompagnement dans la durée. Absolument. Et ça a été renforcé d'ailleurs par la loi d'orientation qui a été votée la semaine dernière, où je pense que ce parcours sera encore plus professionnalisé. En fait, il faut laisser le moins de chances possible à l'aléa, au risque ou à l'à peu près. L'une des réponses aussi à l'installation, au manque d'installation, c'est la qualité de l'accompagnement et le fait de ne pas partir à l'aventure. D'accord. Vous irez sur le site de weo.fr. Édouard Brunet, qui est un jeune agriculteur de Cailleux-sur-Mer, est très intéressant. Vous irez voir la vidéo parce qu'il vous donne des tas de conseils aussi pour vous installer. Bon, prête? Si je suis accompagnée. Hein? J'ai dit si je suis accompagnée. Voilà, l'accompagnement c'est indispensable. L'accompagnement c'est très important et des fois c'est un peu compliqué de se rendre compte de ce qui est disponible, pas disponible, et ça reste pour les jeunes un accès des fois sous couvert de beaucoup de paperasse. Dans des moments qui sont clés où on n'a pas beaucoup de temps, avec beaucoup de papiers. Et l'accès au foncier, c'est pas facile. Merci beaucoup. Bonne chance, Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. On est toute la semaine ici au Salon de l'Agriculture, sur le stand des Hauts-de-France, pour porter cette activité essentielle de notre territoire. Salut les Hauts-de-France.